Bonjour à tous. Le procès Charlie fait tomber les masques. Il dit clairement à quel point finalement nous avons reculé devant l'islamisme. On aurait aimé que ce soit le procès de la reconquête, le procès de ceux qui se tiennent debout et la tête droite, et c'est le cas des survivants de Charlie. Malheureusement, ce que ça montre autour, c'est plutôt la continuation de la lâcheté et du défilement. De quoi parlons-nous en fait quand on parle de Charlie? On parle de liberté d'expression, mais pas que. On parle aussi du retour de l'assassinat politique dans notre monde. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en fait, la route vers la civilisation a impliqué que finalement les désaccords, les tensions, voire les affrontements, voire même les successions, la prise de pouvoir ou la transmission de pouvoir ne se faisait pas par la mort. On n'élimine plus ses opposants, on ne tue pas ceux qui nous contrarient, on ne fait pas taire les idées qui ne sont pas les nôtres. C'est ça en fait la civilisation, un autre mode de traitement du pouvoir. Or, aujourd'hui, finalement, ce qui est de retour sur notre sol, c'est le fait que certaines personnes s'arrogent le droit de tuer ceux dont les idées, les écrits, la parole, voire en l'occurrence les dessins, les choquent. Finalement, ils appliquent la peine de mort pour susceptibilité exacerbée. Il faut dire aussi qui commet ces actes-là, qui tue, car tout le monde ne le fait pas. On peut tous être choqués, on peut tous être dérangés par une image, par une parole. On ne passe pas pour autant à l'acte, on va simplement exprimer un désaccord. Donc ceux qui tuent ces djihadistes, ils le font au nom d'une idéologie. Ils ne tuent pas simplement parce que le dessin leur déplaît, ils le font au nom d'une idée qui leur paraît supérieure. Les djihadistes agissent au nom de l'islam politique. Et s'ils tuent, c'est parce que le meurtre est justifié par l'idéologie. Notre société, et pour les islamistes, je dis encore une fois, je distingue entre islamistes et musulmans. Notre société est pour les islamistes une société de koufars, autrement dit d'incroyants, d'impurs. Dit comme ça, c'est pas bien grave. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la disparition d'un mécréant, lorsqu'on possède cet état d'esprit, n'est rien. L'éliminer, c'est finalement favoriser la pureté du groupe. Et c'est exactement ce qu'a signifié le 7 janvier. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un avant et un après la tuerie de Charlie? Parce que nous avons changé de monde à ce moment-là, parce que la violence politique est redevenue une manière de régler des problèmes, de faire pression, d'installer finalement des phénomènes de censure, de bâillonner des populations, de faire baisser les yeux et de fermer les bouches. Car derrière la tuerie de Charlie, et quand on voit ce qui est en train de se passer lors de ce procès, ce qu'on comprend, c'est que le deuxième message des tueurs de Charlie, personne ne peut vous protéger. Vous qui combattez pour la liberté, vous serez obligés d'abandonner toutes les vôtres pour pouvoir survivre. Ce message est toujours d'actualité. Les survivants de Charlie n'ont pas la belle vie, ils sont protégés, ils n'ont plus aucune liberté, ils sont obligés de se cacher, voire pire, ils sont encore aujourd'hui menacés de mort. Et Marie Cabré, qui est la DRH de Charlie, a dû être exfiltrée de son appartement. C'est dire si le message des islamistes, c'est encore nous qui contrôlons la situation. Donc, malheureusement, depuis les assassinats de Charlie, la situation a empiré. Je vous donne quelques exemples, on l'a vu. Le fait que les survivants ont dû abdiquer toute liberté, alors que l'honneur de la démocratie, c'est de garantir la sécurité et la liberté de ceux qui vivent sous ces normes. La liberté d'expression a reculé. Tout le monde fait attention à ce qu'il dit, surtout quand il s'agit de parler d'une religion en particulier. La censure et l'autocensure ont progressé. La censure, tout simplement, on a supprimé dans beaucoup de journaux le dessin de presse jugé trop dangereux. Mais même sans ça, republier les caricatures de Charlie, par exemple, a été attaqué sur les réseaux sociaux et beaucoup ont été censurés sur ces mêmes réseaux. Enfin, la déshumanisation de ceux qui combattent pour les libertés, non seulement continue, mais j'allais dire, elle se renforce. On fait passer les combattants des libertés pour des racistes, pour des extrémistes, on les renvoie à l'extrême droite,
on les traite en fait à mots couverts de fascisme. Et les hypocrisies et les trahisons politiques se succèdent. Au point finalement que ce procès est en train de révéler l'emprise islamiste et terroriste sur certains esprits. Regardez ce qui se passe, c'est quand même très intéressant. Dans une habituelle rhétorique d'inversion, on accuse le procès de Charlie de susciter l'islamophobie, mot créé pour mettre en accusation et pour en fait traiter de racistes tous ceux qui combattent les outrances d'une religion en particulier. Donc on accuse finalement ceux qui se battent pour les libertés de susciter la division, d'être racistes, de stigmatiser et donc de diviser le peuple. Et quelque part, le message sous-jacent à tout ça, c'est taisez-vous, vous exacerbez des tensions, comme si les tensions en fait étaient créées par ceux qui combattent. Non, les tensions, c'est le réel. La violence, elle est dans le réel, elle n'est pas dans les mots des analystes ou dans ceux qui essaient de dire « attention, cette société-là va dans le mur, la violence de cette société-là est extrêmement dangereuse ». Et finalement, Charb le savait, le pire, ce ne sont pas les bourreaux, mais c'est finalement ceux qui préparent leur légitimité, ceux qui justifient leur action, ceux qui font d'assassins des martyrs ou en tout cas qui trouvent des excuses là où la condamnation devrait être unanime. Et aujourd'hui, une des personnes qui m'a le plus choquée, mais je pense qu'elle n'a pas choqué que moi, c'est Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Parce que cet homme s'est longtemps présenté comme un républicain, comme un laïc, comme un défenseur des libertés, et il le faisait plutôt bien. L'homme est intelligent, il a un vrai discours politique, il est cultivé. Quand il parle, il sait de quoi il parle, il n'utilise pas les mots au hasard. Or, qu'est-ce que cet homme qui, rappelons-le, a pris la parole aux obsèques de Charb, n'a cessé d'expliquer que les gens de Charlie étaient ses grands amis. Eh bien aujourd'hui, cet homme crache finalement sur tout ce qui a été les combats de ses amis et les déshonore en rejoignant la mouvance la plus islamo-gauchiste de son mouvement. Qu'est-ce qu'il a dit dernièrement, Jean-Luc Mélenchon ? Tout simplement, il a accusé Charlie Hebdo d'être le bagagiste de Valeurs Actuelles. Là, on est encore dans cette rhétorique qui renvoie à l'extrême droite quelqu'un qui dit des choses qui vous contrarient. Jean-Luc Mélenchon ne peut pas ignorer que ce renvoi à l'extrême droite est une mise en danger. Charlie n'a-t-il pas payé déjà le prix du sang ? Quelle est cette inconscience qui consiste à lui accrocher encore une cible dans le dos? Peut-on être vraiment un homme politique digne de ce nom et mettre en danger les gens qu'on est censé protéger? Qui peut-on représenter quand on se comporte comme ça? Mais ça n'est pas terminé. Un dessin a aussi été publié sur les réseaux sociaux par ce mec, Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'on y voit, les tombes de ceux qui ont été tués, des journalistes de Charlie Hebdo, et Caroline Fourest, Zineb El Razaoui, et puis le dessin est tellement mal fait que je n'ai pas pu identifier la troisième personne, mais toujours est-il que Caroline Fourest et Zineb El Razaoui tiennent Charlie Hebdo entre les mains. Et ce que disent les gens dans les tombes, c'est dur d'être aimé par des cons, les cons étant donc Caroline Fourest, Zineb, etc. Je rappelle que ces cons dont se moque Jean-Luc Mélenchon sont menacés de mort, vivent sous protection policière et ont eu le courage dont lui n'a jamais fait preuve. Finalement, on en arrive aussi dans cette inversion accusatoire à ce que cet homme qui est allé quand même manifester lors d'une manifestation dite contre l'islamophobie, mais mise en place par toute la mouvance des frères musulmans, donc toute la mouvance islamiste, c'est une manifestation qui est quand même allée hurler Allah Akbar juste à côté du Bataclan. On voit jusqu'où ces gens sont capables de tomber. Et tout ça par pur clientélisme, parce qu'ils pensent que dans les quartiers, les jeunes, ceux qui votent, sont uniquement radicalisés et n'entendent et ne votent que si on leur tient ce discours. Finalement, Jean-Luc Mélenchon, c'est le premier de la cordée de la honte. Malheureusement, ce n'est pas le dernier. Lui, Plenel,
d'autres journalistes, parfois même des hommes politiques, ne se rendent même pas compte qu'ils accrochent des cibles dans le dos des survivants et dans le dos des vivants. Or, comment appelle-t-on des hommes qui savent que sur notre sol, des fanatiques sont prêts à tuer et qui refusent d'en tenir compte dès que leur ego est un tant soit peu égratigné? Comment est-ce qu'on appelle des hommes qui mettent gratuitement d'autres en danger et qui le savent? Moi, j'ai vraiment énormément de mal avec cette situation parce qu'en attendant, le danger qui pèse sur Charlie se renforce. Mais Mélenchon, lui, à tomber dans une telle abjection, ne risque rien. Et c'est tant mieux qu'il ne risque rien. Les islamistes tuent parce que leur idéal est barbare, parce que leur projet de société est violent, inégalitaire. Les républicains, eux, ils ne menacent pas. Ils peuvent s'indigner, ils peuvent râler, ils peuvent critiquer. Enfin ça, c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Mais ils ne menacent pas, ils ne tuent pas, parce que leur idéal est humaniste, parce que ça ne leur vient même pas à l'idée. Et franchement, moi, j'en suis plutôt fière. Et cette différence aujourd'hui, Mélenchon et les autres ne la voient plus et ils finissent par prendre la défense de gens qui en menacent d'autres, qui justifient des crimes, qui radicalisent des populations entières. Et eux mettent en accusation ceux qui défendent les libertés au point de les mettre en danger. Voilà où on en est arrivé. Voilà ce que nous dit aujourd'hui le procès de Charlie Hebdo. Et voilà pourquoi il faut réagir, voilà pourquoi il faut s'indigner, voilà pourquoi il faut se tenir debout aux côtés des Charlie. Parce que sinon, si on ne fait rien, tout ce que je viens de vous raconter contribuera au renforcement de la menace qui pèse sur les combattants de la liberté et sur nous tous.